Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Moulin Invest? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons comme entreprise? Selon sa définition, rien ne se perd, tout se transforme avec le bois. Donc, c'est essentiellement une compagnie ici qui transforme le bois en plusieurs dérivés. Ici, le bois pour la cogénération, les granulés, l'éco-construction et également un segment qu'ils appellent solutions durables pour le bois. Je ne sais pas si c'est un segment à la fin de la journée, mais vous comprenez ici qu'on est dans le segment du bois. Donc, tout ce qui concerne ici le bois, du bois de construction au granulé pour le chauffage, etc. Donc, vous l'avez ici. D'accord? Donc, en me limitant à ceci, vous voyez déjà où est-ce qu'on va aller. Donc, c'est une compagnie ici présentement qui a le vent en poupe parce que, voilà, avec l'arrivée de l'hiver ici, le chauffage au bois est de plus en plus voilà, envisagé. Non seulement ça coûte moins cher, mais également on pourrait en avoir en abondance ici si vous avez également voilà, le matériel nécessaire pour pouvoir vous chauffer au bois, bien sûr. Donc, notamment avec les cheminées. Je pense qu'on a parlé d'une entreprise, généralement, je ne sais plus qui en faisait. Je pense que c'était Pujula, si je ne me trompe pas. Je pense bien que c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Donc, cette compagnie-ci, on va aller regarder les rapports financiers ici. Et déjà, il y a quelque chose qui me dérange. Les rapports financiers que j'ai ici datent du 20, ont été clos le 28 février 2022. Ils ont été publiés le 10 du mois de juin. Vous voyez à peu près la différence? On clôt les résultats le 28 février, on les publie le 10 du mois de juin. Entre-temps, entre février et juin, il y a à peu près 4 mois. Donc ici, en me publiant ces résultats financiers sur le 28 du mois de février, ils ont déjà des informations au 10 du mois de juin. Sans doute de bonnes informations, mais moi, ce qui me dérange, c'est ça. Le problème, c'est que sur certaines compagnies européennes, on vous donne des résultats financiers, voilà, sur des périodes en fait qui sont à peu près dépassées. On ne les publie pas trimestriellement, certaines vont publier semestriellement et annuellement. Je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça. Peut-être que ce n'est pas une obligation de publier de manière trimestrielle, mais ici, voilà, ça ne me donne pas une vue générale de ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois et par rapport à ce qui pourrait se passer les mois à venir. Donc, je dois faire des guesstimations, à peu près voir qu'ok, vu que vous êtes dans tel secteur, ça pourrait être bien ici, etc. Donc, attention. Alors, ici, j'ai souligné à peu près certains éléments qui étaient importants pour moi et voilà, j'ai survolé à peu près ces résultats financiers-là. Donc, on va faire un premier survol ici. Après, on va aller regarder les états financiers qui se limitaient au mois de février 2020 et 2022. Je vais vous dire à peu près ce que moi je pense ici. Donc, alors, on dit ceci. Très forte progression des résultats semestriels portés par une demande toujours soutenue, d'accord. Chiffre d'affaires consolidé 57 millions d'euros, 34% de croissance par rapport à la même période précédemment, donc par rapport à la même période en février 2021. N'oubliez pas, mois de février 2022. EBITDA 19 millions d'euros, 19,8 millions d'euros, 80% de croissance. Résultat d'exploitation 15 millions d'euros, 136% de croissance. Résultat net ici 10 millions d'euros, 153% de croissance. La croissance, les 150%, etc., ça ne doit pas nous faire dire waouh. OK? Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a cette croissance-là. C'est la question qui m'intéresse, d'accord? Donc, ici, segment activité bois de construction, ici on a plus 60%, d'accord. Activité bois de construction, pourquoi est-ce qu'on a plus 60%? Également, il faut voir, entre-temps, février, aujourd'hui, il y a les taux d'intérêt qui ont augmenté, d'accord. Il pourrait y avoir un impact négatif par rapport au bois de construction. Mais également, il faudrait voir que, ces bois de construction par rapport à quoi? Je vois ici l'éco-construction, etc. Donc peut-être qu'également, le gouvernement accorde des subventions par rapport à ce genre de construction-là. Je ne sais pas, je parle comme ça en l'air. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez également voir. Qu'est-ce qui drive la construction, la consommation de ce bois-là, d'accord? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le volume? Est-ce que c'est par rapport à la conjoncture économique, etc. Donc, vous avez également les activités bois-énergie. Donc, on a une croissance ici à peu près de global de moins 1%, enfin une décroissance, mais attention, ça date du mois de février 2022. Ça pourrait avoir changé entre-temps. Il y a de grandes chances même que ce soit le cas. OK? Activité bois d'imprégnation, donc plus 28%. Je ne sais pas c'est quoi ici, mais ça doit être quelque chose d'assez intéressant. Rappelez-vous, j'ai parlé d'une entreprise ici qu'on appelait Stella Jones, qui est une compagnie canadienne qui vend du bois spécialisé, notamment du bois pour les chemins de fer, également du bois, des poteaux pour faire passer des câbles électriques par là. Donc, je pense que c'est un genre de bois spécial. Donc, c'est un bois c'est du bois imprégné. D'accord. Donc, je pense que c'est une entreprise qui rapporte beaucoup d'argent. J'en ai parlé ici. Il n'y a pas 400 millions de vues dessus. Hein. Donc, c'est quelque chose que les gens ont laissé passer de côté. Donc, si ça vous intéresse, c'est une compagnie qu'on appelle Stella Jones. Donc, on peut faire ça ici. Ça s'appelle Stella Jones. La vidéo est sur la chaîne présentement. Donc, je pense également qu'il
il faut également vous dire que le prix du bois pourrait avoir impacté positivement cette entreprise sur les dernières années ici. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait revoir. Donc, on revient ici sur Mool Invest. OK? Maintenant, chiffre d'affaires en hausse de 35%. C'est très bien, mais pourquoi? L'activité bois de construction affiche une forte progression de 60,3% ici, donc à 30 millions d'euros. La reprise économique qui a succédé à la crise sanitaire du Covid a engendré une désorganisation des flux logistiques qui, combinée à une forte progression de la demande en bois de construction, a entraîné une forte hausse des prix de vente. Donc ici, bois de construction impacté positivement par tout ce qu'on vous a cité par là. Désorganisation, flux logistique, commande élevée, forte progression de la demande de bois de construction par rapport à la reprise économique liée à la pandémie ici. Donc, on a augmenté les prix. Donc, la demande est élevée. D'accord? C'est une question d'offre et de demande. Donc, vu que la demande était élevée, l'offre ici, on vous donne le prix. On a augmenté les prix afin de pouvoir équilibrer les choses. OK? Maintenant, l'activité du pôle bois énergie recule légèrement de moins 1,9% ici. Les ventes de granulés en recul de 2,8% sur la période car le chiffre d'affaires de l'exercice précédent avait progressé grâce au déstockage important. Maintenant, il faut aller regarder la période précédente. Pourquoi est-ce donc la période du février du mois de 20, je pense que soit c'est la période, ça c'est annuel, ça c'est les résultats annuels ou bien les résultats semestriels du mois de l'année 2021. Il faut voir cette partie-ci. Elle a augmenté, si elle a augmenté ici, de quel pourcentage? Il faut également regarder par rapport aux périodes précédentes à quel niveau on se situait. D'accord? Il semble-t-il que ce pôle-ci soit un pôle qui, je pense que c'est une activité qui sera assez positivement impactée pour la période actuelle. OK? Notamment avec la hausse du coût de l'énergie. Donc, pour se chauffer, l'hiver arrive tantôt. Je ne sais pas pourquoi j'aime ce terme-là. Sans doute, c'est à cause de Game of Thrones. The winter is coming. Donc, je ne sais pas. À chaque fois que je dis l'hiver arrive, donc je pense directement à Game of Thrones. Donc, ici, vous allez remarquer que ça pourrait être impacté négativement. Cette partie-ci sera impactée positivement pour les mois à venir ou bien pour les mois actuels. Je pense au mois de juin, quand ils publient ces résultats financiers, ils ont déjà l'information. OK, on va continuer. Donc, l'activité de cogénération enregistre pour sa part une progression de 1,8%. L'activité d'imprégnation progresse de 28,6%. L'activité de poteau est un très léger recul de moins 1% ici. La gamme déco-vert poursuit sa progression de 61,1%, profitant d'une demande toujours soutenue sur les marchés d'aménagement extérieur, lames de terrasse, bois de structure. Quelle est la taille du marché ici? D'accord? Donc, moi, je connais rien sur le bois, d'accord? En tout cas, présentement. Donc, quand je vois la gamme déco-vert, il faudrait voir que je regarde à peu près c'est quoi le déco-vert à la fin de la journée. Sans doute, on a des spécialistes ici qui pourraient nous dire c'est quoi le déco-vert. Et en même temps, quelle est la taille du marché ici? Pourquoi est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il est économique, etc.? Est-ce qu'il y a des bonnes perspectives de croissance dans ce segment-là? OK? Voilà. Maintenant, on vous donne ici les résultats, la forte progression de la rentabilité ici d'exploitation. Donc, on vous donne sur les 6 derniers mois également. Donc, mois de février 2022. Vous voyez ici, les chiffres sont en progression nette ici. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que, voilà, c'est l'explication. C'est ça qui m'intéresse généralement. Donc, la marge brute s'établit à 35 millions ici, en progression de 46% en période comparable. Cette amélioration s'explique par la croissance globale des volumes produits, par l'amélioration de la productivité, ainsi que par la progression des prix. Dans ce mix-là, volumes produits ont augmenté, mais si les volumes produits ont augmenté d'1% et que les prix ont augmenté de 40%, on ne saura pas qui a plus augmenté que l'autre, d'accord? Donc, c'est important d'essayer de voir à peu près, c'est bien toutes ces explications-là, mais j'aimerais avoir un tableau qui m'explique nettement que les volumes 1%, l'amélioration de la productivité 1% et la progression des prix, par exemple, 40%. C'est la raison pour laquelle on a une marge brute qui augmente, d'accord? Donc, ça me permet ici de savoir qu'OK, donc ici, s'il n'y avait pas eu l'effet prix, on serait arrivé peut-être à quelque chose d'assez moins élevé que ça. Donc attention, j'aimerais avoir quelque chose de détaillé. OK? Donc c'est déjà le premier bémol ici. Je ne sais pas si plus bas, c'est expliqué, mais c'est à ça que moi je pense quand moi je lis ceci. Donc la part de masse salariale représente 9,9% sur du chiffre d'affaires en diminution par rapport au premier semestre de l'exercice précédent, 11,9%. La hausse du chiffre d'affaires permet de mieux absorber les charges de fonctionnement des sociétés du groupe. Donc c'est-à-dire que le chiffre d'affaires augmente, mais les dépenses opérationnelles n'augmentent pas aussi au même niveau. Donc c'est-à-dire qu'on fait des économies à ce niveau-là, ce qui augmente les marges. D'accord? Donc, le résultat d'exploitation progresse fortement de 136% à 15 millions d'euros ici, contre 6,3 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent, représentant un taux de marge opérationnel de 26% du chiffre d'affaires contre 15% au N-1, donc la période précédente. Cette bonne dynamique illustre la qualité du modèle de Mool Invest.
Très bien. Dans un contexte de forte croissance de son activité, les efforts destinés à améliorer la productivité du groupe bénéficient directement aux résultats d'exploitation qui progressent plus vite que le chiffre d'affaires. Très bien. C'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est durable? C'est ce qui m'intéresse. Donc après, vous avez la structure financière ici. On va un peu vous dire là, au niveau de l'endettement ici, dont j'ai souligné quelques petits éléments. Le groupe a dégagé au cours du semestre écoulé, un flux de trésorerie d'exploitation de 5,5 millions d'euros contre 6,1 millions d'euros au premier semestre. Le besoin en fonds de roulement augmente de 10,9 millions d'euros sur la période en lien avec l'intensification de l'activité et une stratégie de capitalisation des stocks en matières premières dans un contexte de marché inflationniste. C'est-à-dire que, vu que le prix est élevé en ce moment, on a amassé énormément de stocks afin de pouvoir les écouler à un prix très, très élevé. Donc, ça vous disait que les trimestres à venir ou bien les mois à venir seront à peu près bénéfiques pour cette entreprise-ci. D'accord? Donc, ici, on continue. L'Assemblée générale des actionnaires du 7 février 2022 a approuvé la proposition du conseil d'administration de verser un dividende de 0,65 euros par action, représentant une distribution d'un montant de 2 millions d'euros, dont le paiement a été réalisé le 23 du mois de février 2022. Donc ici, le dividende est déjà passé, donc ça va. Maintenant, on est peut-être sur le dividende de 2023. Sans doute, 2022 sera une meilleure année que 2023, donc sans doute, on aura un dividende soit équivalent, soit un tout petit peu plus élevé. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est que, OK, c'est bien de verser un dividende de 2 millions ici, mais est-ce que c'est durable dans le temps? OK? Je préfère encore qu'on me verse un dividende aux alentours de 500 000 euros, mais que ce soit durable. Par exemple, sur 4 ans et qu'on me gagne à peu près 5 millions d'euros chaque année qui me permet de pouvoir payer le dividende. Donc, ce qui me vient ici à l'esprit, c'est de savoir, est-ce que le 2 millions qu'on paye ici aujourd'hui par rapport au payout ratio, est-ce que ça sera un 2 millions qui pourrait être payé au moins chaque année? C'est la question que je vais me poser. Donc, maintenant, on continue. Les perspectives, d'accord? Les perturbations engendrées dans la situation géopolitique et économique mondiale actuelle, hausse des prix, en particulier des énergies, des organisations des flux de logistique, n'ont pas entravé la progression de l'activité du groupe. Moulinvest est confiant dans l'atteinte de ses objectifs financiers pour l'exercice en cours. Même si l'évolution des prix des matières premières, des consommables et des énergies demeure un point de vigilance auquel le groupe restera attentif, les perspectives commerciales du groupe restent favorablement orientées. La demande en produits de sciage destinés à la construction et à l'aménagement demeure forte, favorisée par les politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, peut-être qu'il y a un intéressement à ce que les gens puissent construire avec du bois ici par rapport au réchauffement climatique. Je ne sais pas. Peut-être que le gouvernement accorde à peu près voilà, peut-être des baisses d'impôts ou bien des choses comme ça. Je ne sais pas. Donc, ça, c'est cette partie-là, c'est ce qui ressort à peu près quand je lis ceci. La demande résiste également bien sur les autres pôles d'activité. La politique d'investissement et de modernisation des installations industrielles menée depuis plusieurs années permet aujourd'hui au groupe de délivrer des résultats à la hauteur de ses ambitions et de se positionner sur des marchés de forte demande, d'accord? En forte demande plutôt. Donc, la croissance et les volumes se doublent d'une hausse des prix, ce qui a permis d'améliorer sensiblement la marge opérationnelle. D'accord? La hausse des prix, la croissance des volumes. Volume peut continuer à être croissant, mais il faut voir si volume était déjà croissant avant la hausse des prix. Si volume continue à être croissant et qu'on a baisse des prix, peut-être qu'on aura une baisse des revenus, mais est-ce que ça sera peut-être temporaire dans le sens où on a une croissance des volumes? Il subsiste des leviers d'amélioration de la productivité, des investissements destinés à optimiser les activités de première et seconde transformation sont déjà engagés ou à l'étude. Ils portent essentiellement sur l'automatisation, la robotisation des équipements. Donc, on sera de plus en plus efficient. D'accord? L'activité de granulation atteint un niveau de production normatif. Le groupe maintient un positionnement axé sur la fidélisation de la clientèle en lui proposant un haut niveau de qualité tant sur le produit que sur les services associés. Bon, c'est à peu près ça qu'on a ici. OK? Donc maintenant, moi, je vais essayer d'apprécier les résultats financiers ici par rapport à ce qu'on a comme information. Donc, ce qui ressort ici, c'est que le prix a été favorable pour nous. Également, les volumes ont augmenté. Mais ce qui revient dans ma tête, c'est est-ce que c'est durable? Donc, en termes de croissance des prix, ici, on avait sur les dernières années, ici, nous avons une entreprise en croissance. À peu près sur les 10 dernières années, on avait 13% de croissance. 5 dernières années, 6% de croissance. 3 dernières années, 9% de croissance. Et par rapport à l'année précédente, donc par rapport à la même période en 2021, on a à peu près, en février 2021, rappelez-vous que c'est en février ici, 42% de croissance, soit une croissance très élevée pour cette période-là. Rappelez-vous qu'on était à peu près 19% ici. Donc, alors, déjà en termes de croissance, moi je vais me limiter à 6%. C'est ce qu'on avait à peu près sur les 5 dernières années. Sur les 10 dernières années, même si on a une croissance plus élevée, mais attention, on a connu une légère, voilà, on a connu pas une décroissance, mais on a connu un ralentissement ici parce que si vous regardez les revenus ici en termes de volume ici, donc on a continué la croissance ici. On a peut-être eu un ralentissement à cette période-ci, mais on avait une légère croissance.
OK? Donc, moi, en termes de croissance ici, si je dois prendre la croissance ici, je prendrai à peu près aux alentours de 6%. OK? 6%. Nous avons une entreprise qui était en légère croissance ici. Donc, ils vont sans doute continuer. La croissance va sans doute continuer. On a un effet prix, un effet volume, mais ici, on ne connaît pas quel est le pourcentage d'effet prix ici pour pouvoir apprécier à peu près où est-ce qu'on pourrait se situer. Donc, c'est pour ça que moi, je vais normaliser les revenus. OK? Je ne vais pas prendre les revenus actuels, tout en sachant que les revenus actuels seront plus élevés. OK? Donc, ça, c'est en général. D'accord? Donc, vous allez également voir que par rapport au free cash flow également, je vais normaliser cela. Donc, maintenant, on va regarder au niveau des net income. D'accord, je vais prendre les net income de préférence ici. Pas parce que je ne prends les free cash, je vous ai dit que les compagnies européennes, je ne prends plus les free cash flow, je prends les net income. Même si je compare avec les free cash flow pour voir à peu près ce qu'on avait ici, parce que les free cash flow il peut avoir certains bruits au niveau des free cash flow ici, notamment cette partie-ci à cette partie-ci. Je pense qu'ils vous ont dit ici qu'on investissait massivement, parce que si vous regardez ici le capital expenditure ici, dont la dépense en capital, vous allez voir que la dépense en capital est très élevée sur cette partie-ci. D'accord? Donc, si je mets ceci sur le même graphique, 1, et je mets ça ici, 2. Donc, vous voyez ici que... Ouais. Donc, les net income ici donnent une bonne information par rapport au free cash flow. Donc, ici, quand on regarde les free cash flow, les net income en termes de marge ici, d'accord? Donc, en termes de marge ici, free cash flow margin. Alors, où est-ce qu'on a les free cash flow margin à ce niveau-ci? Voilà, net income margin. C'est parce que j'ai toujours les free cash flow dans ma tête. Donc, ici, net income margin, on fait ça. D'accord? Moi, je cherche à peu près la moyenne. Vous constatez déjà ici que les marges sont plus élevées par rapport à la période actuelle. Donc, l'effet prix est bien prononcé. D'accord? On a 5% ici de marge. D'accord? 10%. Sur les 10 dernières années, on a 5%. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 5%. Sur les 3 dernières années, on a 6%. Et par rapport à l'année précédente, nous avons 14% en termes de moyenne. Actuellement, on a 16%. Et rappelez-vous que nous sommes au mois de février 2022. OK? Donc, qu'est-ce que moi, je vais prendre ici? Moi, je ne vais pas essayer d'être très, très intelligent, d'essayer d'aller dans le même sens que le marché. Je vais me garder à peu près une certaine marge de sécurité. Donc, je vais me dire OK, au mieux, peut-être qu'on va avoir des volumes élevés, etc. La productivité va augmenter. On pourrait se dire qu'on va atteindre peut-être les 10%. Mais franchement, je préfère me protéger. Je vais me limiter à 6%. D'accord? Ça, c'est moi. Je me limite à 6% parce que je veux me protéger. OK? 6%, c'est ce que je vais prendre ici. OK? Et je pourrais même le prendre directement en termes de volume aujourd'hui pour voir à peu près qu'est-ce que ça va donner. Je prends peut-être la moyenne. Les 3 dernières années, ici, on est aux alentours de 7 millions. Et rappelez-vous que sur les 3 dernières années, on gagne énormément d'argent. D'accord? Sur les 3 dernières années, ici, on a une croissance de 8%. D'accord? On a une marge de 8% ici. Donc, il faut se protéger. En termes de revenus ici, s'il fallait le prendre par rapport aux revenus ici, donc moi j'ai choisi de prendre 6% ici et je vous ai expliqué pourquoi. Donc je vais prendre la moyenne ici, pourtant j'aurais préféré prendre la médiane, mais je prendrai la moyenne, donc c'est déjà assez optimiste. Donc si vous comparez la moyenne et la médiane ici, vous allez voir qu'il y a une certaine différence. 78 millions ici, 71 millions ici. Donc on va sur les 5 dernières années ici, 70 millions. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 50, 60 millions ici. Donc si je prends les 3 dernières années ici, on va sur 78 millions alors qu'on a 100 millions ici aujourd'hui. OK? Donc vous constatez que si je prends les 3 derniers, si je prends par rapport à l'année précédente, on a 100 millions en moyenne. Donc je préfère prendre les 3 dernières années, on va se dire que bon, la PO aussi peut durer à peu près. Donc on va prendre 78 millions ici pour la marge, pour la moyenne des revenus. OK? Je prends la moyenne, 78 millions. Alors le nombre d'actions, est-ce que le nombre d'actions a diminué ici? Donc on va regarder, est-ce qu'on a un nombre d'actions qui diminue? Alors, nous avons un nombre d'actions qui augmente légèrement un tout petit peu ici. D'accord? Donc on a 3,3 millions ici. En tout cas au mois de février. Donc je mets ici 3,03 millions. OK? Donc, ensuite, nous avons le PER moyen. Vous allez voir que, voilà, c'est une entreprise ici qui a un market cap de 142 millions ici. Donc, le PER ne sera pas très élevé. Donc, les small caps, généralement, les PER sont peu élevés. C'est peut-être pour la raison pour laquelle il y a assez d'opportunités dans ce segment d'activité-là. Mais également, on va les comparer ici. Voilà. Donc, quand le PER est peu élevé, l'entreprise, ce qu'elle devrait faire, si elle est bénéficiaire, elle devrait racheter ses actions. D'accord? Ça permet d'acheter massivement les actions ici. Donc, vous voyez que c'est une entreprise sur les 10 dernières années, elle s'échange à des PER de 8%, de 8 fois les bénéfices. Une médiane de 7 fois les bénéfices ici. Sur les 5 dernières années, nous avons 5 à 6 fois les bénéfices ici. Donc, si je prends peut-être la marge supérieure, donc on prend une déviation standard niveau 1 ici, on va se dire qu'au mieux, on sera à 10 fois les bénéfices. Mais on ne va pas essayer d'être plus intelligent que le marché ici. Donc, je prendrai peut-être les PER en moyenne sur les 10 dernières années. Je vais même prendre la moyenne ici. Donc, je vais prendre 12 fois les bénéfices. Et donc, c'est assez optimiste ici pour moi. Parce que sinon, normalement, on serait à 10 fois les bénéfices par là. Donc, 12 fois les bénéfices, c'est ce qu'on pourrait prendre. OK? La dette nette. Donc, j'espère ici que c'est une entreprise. Si elle gagne massivement de l'argent ici, j'aimerais qu'elle rachète. J'aimerais qu'elle paye. Elle n'ait pas de dette ici.
D'accord? On pourrait également aller voir sur les rapports financiers quel était le niveau d'endettement ici. On a à peu près une dette nette aux alentours de 26 millions ici. Alors, le niveau d'endettement ici, est-ce qu'on a un niveau d'endettement ici au niveau de la dette? Donc, trésorerie à la clôture, 17, dette nette. Alors, la dette. Est-ce qu'on a une information par rapport à ça? Ou bien est-ce que je l'ai manqué ici? Alors, je ne vois pas d'information par rapport à la dette ici, sauf si je mets ça. Dette financière, 42 millions d'euros. Donc, on a 42 millions d'euros ici. Donc, on a une dette nette. Est-ce que c'est l'information qu'on a ici? On a à peu près 28 millions. Donc, c'est à peu près, je pense, comme c'est la dette nette ici, donc cash net moins dette nette ici. Donc, on va se dire qu'on a à peu près 28 millions. OK, on va prendre cette information-ci. 28. De toutes les façons, il va tendre à changer. Donc, 28 millions. On a tous les éléments nécessaires ici pour faire l'analyse. OK, 78 millions ici. 6% de ce montant-là. 0,06, ça donne ici à peu près 4 600 000, d'accord, multiplié par 12 fois les bénéfices ici, d'accord, moins la dette nette aux alentours de 28 millions, ah, là on va m'insulter, on va me dire que c'est trop bas, ok, moins la dette nette ici, on va être aux alentours des 28 millions ici. Si je divise par le nombre d'actions, à peu près 3 millions d'actions, ce sera à peu près 9 euros l'action. Actuellement, on a 47 euros l'action. Ok, je vous vois déjà venir. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu trop bas par rapport à la période actuelle. Et comme je vous ai dit, je suis resté assez équilibré. Je n'ai pas voulu être trop pessimiste, trop optimiste. Vous voyez que c'est une entreprise qui avait l'habitude de s'échanger entre 3 euros et 7 euros quand tout était normal. Actuellement, ce n'est pas normal la période actuelle. Mais maintenant, cette période-là peut durer peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sait. Mais ça ne sera pas jusqu'à la fin des temps. OK? Peut-être qu'également, on pourrait être dans un nouveau paradigme. Moi, je n'ai pas envie de m'avancer vers des spéculations élevées par rapport au futur. Le futur est très incertain. La Russie peut décider d'ouvrir d'ici à demain. Également, on peut passer une législation pour dire que non, arrêtez de brûler du bois ou des choses comme ça. Donc, je veux dire ceci. Si vous pensez que la période actuelle ici est durable, n'allez pas avec un gros pourcentage de votre portefeuille. Parce qu'il y a des risques élevés. D'accord? Donc, allez-y avec un petit pourcentage tout en vous disant que vous êtes capable de vous accepter payer ce pourcentage-là. Donc, si on est à 100 millions d'euros ici, donc le revenu actuel, d'accord, si on garde ce revenu-ci, disons qu'il y a une spéculation, etc., on a 100 millions d'euros, 6% de 100 millions d'euros, ça donne à peu près 6 millions d'euros. Ici, on va s'échanger peut-être, je ne sais pas moi, 12 fois les bénéfices ici en date d'aujourd'hui, on pourrait à 72 millions, on n'enlèvons même pas la dette, d'accord? On pourrait se dire qu'on pourrait s'échanger à 24 euros l'action. Mais je n'achèterai sûrement pas cette entreprise à 47 euros l'action. Et si je l'achète à 47 euros l'action, c'est en sachant que la période actuelle, est-ce qu'elle est durable? C'est la question à laquelle je dois répondre. Si je veux profiter par rapport à la situation du moment, oui, je pourrais y aller. Mais dites-toi que si le prix du bois diminue, et ça sera le cas, ne t'inquiète même pas par rapport à ça, le prix de l'action va se casser la gueule très très rapidement. OK? Maintenant, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je préfère ne pas m'avancer. Moi, ici, si je veux investir à long terme, ce que je recherche, c'est la stabilité des revenus, stabilité des marges. Ceux qui ont acheté à 3 euros, 5 euros, 9 euros, vous avez de très bons prix. Mais ceux qui veulent acheter en date d'aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'on... Je ne peux... déjà, je ne promets rien du tout. Mais c'est un peu compliqué. D'accord? Donc, moi, ici, je me dis, au mieux, idéalement, on sera aux alentours des 10 euros, 9 euros l'action. Idéalement. C'est une belle entreprise, bien gérée. Mais la situation actuelle est exceptionnelle. On va gagner beaucoup d'argent. Mais est-ce que c'est durable? C'est ce qui m'intéresse. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas durable. OK? Donc, si l'entreprise revient aux alentours des 10 euros par là, aux alentours des 10 euros, ça pourrait même être intéressant. Si on va même plus bas que ça, tant mieux. OK? Donc, pour ceux qui sont trop pressés, etc., réfléchissez à 2 fois avant d'y aller. Et si vous y allez, voilà, mettez-y une toute petite partie de votre portefeuille. Peut-être vous spéculez pour le fait que la Russie continue la guerre peut-être pendant 3, 4, 5 prochaines années et que voilà, ça se passe bien pour les Moule Invest. D'accord? C'est une belle entreprise bien gérée, mais au prix actuel, je préfère rester à l'écart. Moi, c'est personnel. OK? Donc, même si l'entreprise, la valorisation était même aux alentours des 24 euros, on l'aurait acheté aux alentours des 10 euros pour se garder une marge de sécurité. OK? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.